Alors aujourd'hui, nous allons causer agréablement et utilement. Oui, très utilement. Parce qu'on entend fréquemment dans la bouche des recruteurs, des financeurs, des employeurs, j'ai dû refuser la candidature de X ou de Y parce qu'il n'était pas bien habillé, il n'était pas éloquent, son CV n'était pas bien établi, sa lettre de motivation vraiment ne motivait pas. Elle n'était pas attrayante. Son projet n'était pas très bien établi, c'est pas un projet qui donne envie de financer, d'injecter son argent là-dedans. So, comment réussir son entretien d'embauche? Vous le savez bien, toucher du doigt des sujets qui vous intéressent forcément, qui vous impactent, qui impactent votre vie, c'est notre dada désormais. Et ceci se fera dans votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu juste après l'interview bateau de l'artiste Lasso Diarra. Sinon, comment vous allez? Bien? Super. Bonjour. On vous conjurera au bal de la qualité en vous faisant faire le deuil de la médiocrité. D.O.H. Jacken, on est tous présents et c'est ensemble qu'on dit que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Bien le bonjour chez vous, une fois de plus, merci d'être des éternels et fidèles Mac 12h. Vous allez bien les gars? Oui, on se porte bien et on espère de même chez nos Mac 12h, chez nos fidèles téléspectateurs de l'émission Mac 12 sur votre télé interactive True TV. Bonne arrivée, merci de rester les nôtres. On dit bonjour une fois de plus à tous nos téléspectateurs, à tous nos commandos, à toutes ces personnes qui nous donnent de la force de pousser haut également, pourquoi pas, toute la réflexion humaine, pourquoi pas, l'intelligence, le génie également de la vision des êtres humains, qui nous donnent cette inspiration d'apporter de la crème substantielle à tout ce que nous abordons ici comme sujet. Une fois de plus, merci de nous retrouver au Mac 12. Et on rappelle que nous sommes toujours en direct des antennes de True TV. On répond au numéro 254 du bouquet Canal+. Nous sommes aussi digital. Donc rendez-vous sur le profil Facebook Mac 12-3 TV. Quand c'est bon, en bis. Donc rendez-vous à 18h00 pour la rediffusion et aussi sur YouTube Mac 12-3 TV pour être en mode replay. Alors, grâce à sa voix, son talent, ses plumes, ses thèmes très poignants, nous avons décidé de l'inviter aujourd'hui sur notre plateau afin qu'il partage avec nous son parcours, qu'il nous dise surtout son secret. Parce que vous savez, je sais, on sait, nous tous on sait, on va conjuguer, on ne va pas finir. Mais permettez-moi de vous dire quand même que le gars, là, chaque jour, nous va en France. Petit truc, il en bengue. Chose que nous, ici, on tape poteau. On est tous artistes, on dit artistes gagnent visa. Mais il y a beaucoup d'artistes, le visa leur refuse. Pourtant, ils veulent partir. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment, dans quel bois sacré il est? Mais surtout, comment se fait son apprentissage? Sa voix est si mélancolique, sa voix est si mélodieuse, elle est envoûtante, veloutée. Ah, on peut faire ça. Bon, Lasso Diarra, c'est notre guest du jour. On démarre cette émission avec lui. Allez, c'est parti! Lasso, bonjour, bienvenue. Bonne arrivée, Lasso Diarra. Ça va bien? Ça va bien. Super, Dieu merci. Il a dit qu'on ne va pas passer par 4 chemins. Il faut nous accompagner chez le vieux qui fait ton médicament, ton WAC là. On va... Non, il faut nous accompagner. Si tu m'accompagnes, je ne veux pas dire à Jack qu'il n'y a plus d'eau. Si moi je m'en vais. Ça dit quoi? Vous allez aller sans nous, c'est ça? Chacun, que chacun se batte pour sa chose. Ah, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Comme c'est elle qui a ouvert pour elle, donc moi je parle avec elle. C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret. C'est juste le travail, comme tout un artiste. Non, travaille aussi. Hein. Donc ceux qui ne vont pas là, ils ne travaillent pas. On a compris. Mais vous travaillez, voilà pourquoi vous êtes là aussi aujourd'hui. Non, comment tu arrives à faire les tournées, tu vois un peu, les grandes tournées européennes, tout ça. C'est ce secret-là, nous, en fait. Qui te positionne là-bas?
Bon, ça, je peux dire que c'est pas un secret, c'est juste une sens que tous les artistes aimeraient avoir, le fait de tourner. Voilà. C'est que juste un peu de chance et avec un peu de travail seulement. Et quand tu fais quelque chose qui est bien, un jour ça peut t'apporter beaucoup de choses. C'est juste ça, c'est juste le travail. Alors il faut mentionner que Lasso Diarra, avant d'être un chanteur, tu es d'abord et avant tout un musicien. Oui. Et c'est donc cette casquette de musicien là qui t'a permis de tourner, parce que tu tournes avec des grands noms de la musique africaine, Sekouba Bambino, Salif Keita et bien d'autres. Kerfala Kanté. C'est ça. Parce que avant d'être d'abord un chanteur, j'étais d'abord un instrumentiste. D'abord même à travers l'instrument, j'ai commencé à voyager avec ça d'abord. Voilà. Avant d'être un chanteur. Instrumentiste. J'étais un instrumentiste quoi. Voilà, j'ai fait de la percussion. Ça veut dire djembé. Voilà, le djembé, le dundun. Vous savez, il y a un moment donné ici au Burkina Faso, il y avait tellement de groupes percussionnistes qui ont beaucoup voyagé à son temps, le temps des Zaka ou dans les bars où on faisait les concerts en percussion. À travers des différents groupes là, j'ai même commencé d'abord à faire un peu le tour avant de me lancer maintenant dans la chanson. Parce que bon, la chanson, bon, ça, je ne suis pas dedans, mais je suis dedans parce que je suis né dedans. La chanson. Voilà, je suis né griot. Donc j'étais déjà un chanteur, mais voilà, je n'ai pas pris ça au sérieux. J'étais beaucoup dans les instruments. C'est vers les années 2000, les années 90, 92 que j'ai commencé à me perfectionner dans la voix. D'accord. Et nous, on adore surtout le résultat de cette perfection, ouais, surtout de ce choix, parce que voilà. Alors le regard aujourd'hui, le regard estène, je vais parler plutôt des blancs. Quand tu pars en tournée, quand tu vas chanter, quand tu vas chanter devant des Européens, comment ils perçoivent notre musique, comment ils l'accueillent, l'appréciation? Oui, vous savez, les blancs aiment notre musique. C'est pas comme ici, parce que quand nous on est chez eux, on essaie de les faire vivre ce que nous on fait. Parce que ici, ce que nous on fait ici, même ici, c'est pas trop aimé que c'est les blancs. Il y a les mélodies, c'est les blancs, il faut les faire vivre ça. S'ils n'ont pas ça, eux, ils ne vont pas t'acclamer en fait. Parce que moi, avant, j'ai voyagé avec un groupe typiquement traditionnel, Koundé Blues. C'est-à-dire que c'est des instruments que nous-mêmes, on a adoptés, fabriqués pour faire de la musique moderne. C'est-à-dire que devant vous, vous nous voyez en tant qu'instrumentiste traditionnel, mais ça résonne moderne. Donc voilà. Donc c'est avec ça que nous, on a réussi à s'imposer, à faire vivre les blancs là-bas, parce que c'est des choses qui n'est jamais vues et les blancs n'ont pas l'habitude de voir ça. Donc, voilà. Donc en un mot, en fait, pour résumer ce qu'il veut dire, c'est qu'on comprend, c'est que les blancs aiment beaucoup plus ce qui est original, ce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Voilà. Donc tu ne vas pas aller faire rap là-bas et puis c'est vrai. Tu ne peux pas les offrir. Ça c'est aller faire du slow en Europe, c'est un peu compliqué. Et oui, imagine toi Lasso Diarra en train de faire du slow devant les blancs. Non. Est-ce que tu pourras faire slow mieux que Joey Dassin ou Garou? C'est vrai, parce que R&B non. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les instruments sont expressifs. De par la mélodie, on prend un exemple, on parle de Ali Farka Touré. Quelqu'un qui apportait de sa mélodie, et puis à travers sa mélodie déjà, on pouvait donner un sens à sa musique. On peut retrouver également de la voix, de l'écriture, sans instrument, qui est aussi porteur de messages. Lasso Diarra, certainement tu fais partie de la caste des griots. Tu commences par les instruments, cela nourrit parfaitement son homme. À quel moment tu t'es dit, je suis Lasso Diarra, je vais taper et le djembé et aussi apporter ma voix au micro, allier chant et percussion? Bon, en fait, la percussion pour moi, et puis la voix pour moi, c'était pas un truc d'étrange, c'était pas un truc, ça m'a pas surpris, puisque je suis déjà né dedans. Il a sa mère qui est chanteuse. Voilà, j'ai commencé la percussion à bas d'âge. Oui. C'est-à-dire que je n'ai trouvé ça dedans parce que c'était à l'Anfiera, dans mon village paternel, là où j'ai fréquenté.
Et là où mon grand-père était le grand griot de ce département, et tous ses fils sont héritiers de ces métiers-là, c'est là-bas que moi je suis né. Donc la voix, j'avais ça à l'oreille tous les jours. Donc après mon école primaire, je suis allé à Tougan, là où j'ai retrouvé mes oncles qui là-bas ils font du moderne, musique moderne. C'est là-bas que j'ai retrouvé la guitare, la batterie, les congas, un autre univers. Et quand tu dis tes oncles, c'est notamment la famille Diabaté, eux aussi qui sont des grands artistes. Effectivement. C'est quand on parle de Diabaté, il y a Amandou Diabaté, ATT, que nous connaissons très bien, qui fait partie donc de la grande famille de Diabaté. Effectivement, c'est avec eux que j'ai beaucoup appris à commencer à jouer le djembé et à chanter dans les baptêmes, dans les mariages. Comme d'habitude, comme vous le connaissez. D'accord, donc c'est venu naturellement. Naturellement, parce que quand tu es né de quelque chose et que tu apprends quelque chose, il y a une différence. En fait, moi je crois que la question de Do, c'était plutôt à quel moment tu te dis je vais commencer à manger dans ça là. C'est-à-dire que je vais commencer à faire de ça une carrière, un profil avancé dans cet univers. C'est vrai que tu es né dedans, mais tu manges, comment on dit même, on va dire ça comme ça. Tu gagnais déjà ton pain en tant que percussionniste. Voilà. À quel moment tu te dis, je vais commencer à gagner mon pain réellement, à avoir beaucoup d'argent à travers le chant, à travers la voix. C'était ça, réellement, quand je suis venu à Ouaga, c'était un peu compliqué. Je faisais d'autres métiers. Je faisais de l'électricité et je partais en cours de soir. Et les dimanches, les week-ends, s'il y a un Djanjoba ou un Oué, bien sûr, je partais. Voilà, donc je ne me limitais pas seulement à la percussion en ce moment parce que c'était un peu compliqué. On n'était pas. Voilà. Mais ça m'apportait un peu d'argent. Mais ça, puisque je n'avais pas de maison à payer, donc je ne crains pas de la pauvreté ni de la galère parce que c'est en 2000 que j'ai commencé à chanter et que j'ai eu à intégrer le groupe où on me payait par mois et que j'ai commencé à m'installer à Ouaga et à prendre une maison à moi-même d'entrer coucher au Sam Salon ou Mini Villa. Oui. Alors, c'est quand même, tu vois que l'histoire, elle est quand même longue parce que effectivement, la Diarra, on l'a connue dans les bars. Moi, je l'ai connue dans les bars avec le live et tout ça. Et puis, c'est juste cette année seulement qu'il sort son album parce que depuis 2000 jusqu'à maintenant, ça fait 22 ans après. Non, mais c'est en 2019, si je ne me trompe pas, que Tama est sorti. Oui. Voilà. En réalité, ce sont des artistes qui sont plus dans l'interprétation. Oui, c'est ça. Ils sont là, tu les envoies dans ton show, ils te font un concert de plus de 20 artistes, ils ont ça dans leur répertoire. Bien sûr. Donc après, quand ils sont à ton show, tu n'as pas obligé d'inviter Floby, des Altino. Ils te chantent tout en même temps. Justement. Alors, à moins que tu aies envie de voir Floby ou bien avec qui tu as envie de faire Floby là. Alors, et est-ce que c'est ce qui t'a poussé aussi à enregistrer pratiquement tous tes titres en live? Oui, bon, puisqu'on est habitué à jouer en live. Voilà. Et c'est pas coûteux? C'est coûteux. Et puis c'est coûteux et puis c'est vraiment du boulot. Parce que dans les studios, déjà même ici à Ouaga, c'est pas tous les studios qui enregistrent en live. Donc c'est du travail, ça demande beaucoup de patience avec les artistes. Il faut répéter, pour ne pas aller perdre du temps au studio. Parce que le studio est payé par jour. Même les musiciens. Par jour. C'est-à-dire que si vous prenez une journée, vous payez une journée. Si tu as bien travaillé avec tes musiciens, vous rentrez, vous faites un coup KO. Oui. Ça, c'est du professionnalisme en fait. C'est comme le groupe Extra Musica qui, d'après. Roga. Non, le groupe Extra Musica. Les gars du studio d'Abidjan disent qu'ils ne gagnent rien dans la main de Extra Musica parce qu'ils viennent toujours préparer. Au lieu de faire 4 jours, 6 jours dans le studio, et il faut ça une seule journée. Parce qu'ils sont bien préparés. Parce que les live en studio et puis les programmations, c'est un truc très différent. Voilà. Comme moi, je suis habitué des lives. Il y a longtemps que je suis dedans. Donc, c'est avec ça que j'ai pris cet esprit-là et répété avec mes musiciens. Et quand on allait au studio, on a fait 2 jours de travail seulement. Mais voilà. Vu que tu es un amoureux, un adorateur du live, et que nous, on sait que le live coûte cher, surtout pour des promoteurs,
surtout les promoteurs comme Jacken qui se lancent là. Qui se Oui, lancent c'est vrai, dans les events là. Bon, moi, c'est que tu fais live. Live comme cela là. On va dire, il faut venir Jubé, il faut venir Do, il faut venir le guitariste, il faut venir le pianiste, il faut venir avec le batteur. Tout et tout. C'est beaucoup pour moi. Bon, voilà pourquoi je me suis limité à 6 titres parce que... tu dois... Mais c'est tout ça là. Vous devez venir vous tous pour venir prester. Moi, j'ai pas beaucoup d'argent pour toi. Est-ce que tu peux laisser quelques instrumentistes diminuer et venir prester, ou bien c'est obligatoirement que tout... Bon, ça dépend de quel genre vous voulez. Ok. Ça dépend. Donc si je veux petit spectacle, tu vas venir Non, petit. moi, je vais venir avec un piano. Et puis juste ça. C'est des live aussi. Voilà, Ben, c'est tous. Bon, si vous voulez aussi un truc grandiose avec tous les instruments, c'est ça qui est le problème actuellement. Même nos déplacements en Europe, les normes sont limitées, ça nous cause des problèmes. D'accord. Voilà, donc voilà pourquoi aujourd'hui, dans les lives, actuellement, tu vas avoir un chanteur sur un podium avec 4 instrumentistes derrière. C'est des choses qui ne sont pas... C'est pas trop... Tu peux pas gagner, voilà, tu peux pas gagner la couleur de ta musique que tu veux en fait. Parce Mais que quand c'est comme ça, mais pourquoi vous aussi vous changez pas? Faites comment on dit ça? La programmation? Oui, la programmation, c'est ce genre de choses. Comme ça, tu as gagné. Oui. Il faut laisser faire de puristes là. Mais si on fait ça aussi, nos collègues aussi ne vont pas gagner aussi à manger. Ça c'est Il y vrai. a ça, et puis même l'originalité n'y est pas, il n'aura pas d'âme. Mais c'est Oui, ça. donc la Sodiara, normalement, pour que le public puisse avoir la vraie couleur de ta chanson, il te faut combien de musiciens derrière? Moi, exemple, si je vais vraiment faire quelque chose de bon, il me faut au moins deux choristes. Ouais, 2 choristes. Deux choristes. Minimum, oui. Ouais. Minimum, chanteurs en chœur. voilà. Deux choristes, en gros, 6 instrumentistes. Donc ça fait 8. Ça fait Oui, 8. parce que- Plus. Même 9. Ça fait 9. Donc ça fait En 11 gros joueurs. 10 quoi. Ça fait En 11 gros, on joueurs. va te dire 10 personnes. D'accord. D'accord. Ok. Et 10 personnes. Il y a là, celui qui suit vous aussi la prenez suite. caché de une personne, mais c'est caché de 10 personnes. Non, les cassettes dépendent du... Je sais pas comment on appelle ça De encore. l'activité? Voilà, de celui qui va vous programmer. Si, et ça dépend de comment le manager va gérer le cachet avec... Et tu partenaire partages qui ça va avec aller. les 10 personnes. Bien sûr, bien Ah, sûr. ils sont pas venus pour déregarder. Bien sûr. Non, mais, Non, mais après, c'est lui le boss. ah non, en Europe, il n'y a pas de niveau. Hein. Quand vous vous déplacez comme ça dans les festivals en Europe... Chacun signe son contrat individuellement? Non, vous êtes payé au même pied d'égalité. Ah, Chanteur, Bien sûr, parce que c'est même si le chanteur va gagner quelque chose, ça sera quelque chose de plus. de plus. non, D'accord. mais Mais- quand même, quand Koffi Olomide a un concert, ne Non. me dis pas que ses batteurs Non, sont non, payés non. à la même enseigne Non, que lui. les Kofi, non. Et c'est un autre level. Voilà, ils sont arrivés à cet âge, un niveau. Au début, quand vous battez en groupe, Là, vous partez Voilà. comme un groupe. voilà, comme un groupe. Voilà. D'accord. Ok, Voilà. d'accord. Ok. Alors, tout à l'heure, tu disais que ta musique est malheureusement plus appréciée à l'extérieur qu'ici. Est-ce qu'à un moment, tu as mal? Et à un moment, tu te dis, mais comment se fait-il que je suis plus connu là-bas, je suis plus apprécié qu'ici? Est-ce qu'il y a des moments parfois où tu regrettes un peu? Non, non. Parce que pour le moment, les Wagala ne me connaissent pas d'abord en tant que la Sodiara, parce que c'est mon premier album. Oui. J'ai pas fait beaucoup d'activités. J'ai pas fait beaucoup d'activités d'abord pour le moment. D'accord. Donc je ne suis pas trop connu et je ne connais pas comment dirais-je, la réaction des gens pour le moment. Je cherche à m'imposer d'abord avec cet album-là. Parce que je suis connu en tant qu'artiste en herbe avant, jusqu'à présent. Oui, oui. J'ai mon monde à part où si tu vas là-bas, tu demandes la Sodiara, On connaît. Voilà. Mais ça, c'est un autre chemin que je suis en train de Tracé, ouais. voilà, de tracer pour m'imposer, me faire connaître en tant qu'une vedette burkinabé. Mais par contre, à l'extérieur, ça coule. Tu es quoi. déjà Oui. une vedette. Voilà, mais à l'extérieur, je ne suis pas vedette, mais je suis. On a laissé un trace là-bas où les Blancs connaissent ce qu'on fait. C'est pas parce qu'on est des stars là-bas. L'Europe est grande, parce que c'est juste. On a reçu des milliers où Il n'empêche que, en fait, ce qu'on veut dire, c'est que chez les Blancs, tu as déjà un tampon, il y a déjà une marque, Voilà. en fait. Contrairement au Burkina Faso où tu es en train de t'installer. Voilà. Du coup, moi, je sais pas, est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, pourquoi c'est comme ça? Est-ce qu'il y a des moments où tu aimerais qu'on te connaisse plus ici? Oui, ou peut-être c'est ce qui est important.
D'abord. D'abord. Mais pourquoi tu n'as pas commencé que- par miser beaucoup plus ici? Si, j'ai commencé il y a longtemps. Parce que si vous voyez que jusqu'à ce temps-là, que c'est maintenant que j'arrive à faire un album, c'est qu'il y a là, il y a un problème à quelque part. Donc voilà, c'est le problème, on veut savoir. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on te connaisse plus ailleurs que chez toi-même? Si j'avais commencé tôt, si on m'avait tanné la main tôt, dans les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, Mais toi, ton oncle même, c'est ATT. Après, c'est Amadou. Tu viens de la famille Diabaté. C'est que tes mains tendues, tu veux. Tu veux qu'elle met encore? et leur main, c'est pas de l'argent. C'est Et leur main, c'est c'était des conseils. L'apprentissage. Voilà, c'est l'apprentissage de la connaissance, et voilà, ils m'ont encadré. Et donc, mais la main, comment je voulais à ce moment, si j'avais eu la main là, à ce moment, peut-être que j'avais au moins 2 ou 3 albums. D'accord. Et c'est peu qu'aujourd'hui, je ne serai pas un inconnu devant vous. D'accord. C'est vrai. Ça, Lynn, c'est... Lynn, là, tu as abordé une question qui est très très importante. Moi, je demande à nos artistes de savoir faire le choix entre la carrière internationale ou la carrière nationale. Moi, je ne vais pas donner le nom de l'artiste ici, mais je connais un artiste qui était très très bien connu. Il était connu ici au Burkina, mais beaucoup plus connu à l'extérieur. Cameroun, aux Antilles, Brésil, même en Chine, même au Canada. Mais il a laissé tout ça parce qu'il voulait qu'on lui donne un Koundé ici au Burkina Faso. Et après, sa carrière est partie en chute. Ok. Tu vois? Donc, apparemment, il faut savoir faire le choix. Voilà, parce que lui, il dit non, c'est pas normal que je sois connu à l'extérieur, même en Cuba. Quand on fait quand il y a des ballets, tout ça, c'est avec sa chanson. Mais ici, bon, il n'a pas encore eu Koundé. Il dit non, que lui, c'est pas normal, il faut que lui soit validé au Burkina et tout ça. Il a laissé tout ça, il est venu se concentrer ici. Et puis, c'est pas aller loin. Bon. Donc, il faut vraiment Après, faire attention. Je crois que peut-être le Koundé aussi, il y a des critères. Hein. Oui, Quand il y a des critères. Bon, il dit pour que le non, Koundé. que lui n'a pas encore eu le Koundé, donc ça ne l'intéresse pas. Il a mis en berne On dit nul toute est cette prophète chez potentialité soi, donc internationale. parfois aussi il faut savoir faire des sacrifices. Là, je crois que j'ai un truc dans l'œil. D'accord. Désolé, Oui, tout ça, ça fait partie du sacrifice. c'est les Il faut sacrifices. savoir faire des sacrifices. Et allez, Seigneur. Oh Seigneur, c'est pas bien. Alors, là maintenant, on va s'intéresser à c'est Touma, pardon. Touma. Voilà, on va parler de Touma, un album de 6 titres. Et ce qui est marquant dessus, c'est que tu es en featuring avec ta maman. Oui. Moi, je sais pas. Pourquoi prendre maman? En début, pour Voilà. un début. Oui, parce qu'on prend ça comme une renaissance. Moi, je prends ça comme une renaissance parce que c'est ton premier album. En fait, est-ce que c'est toi qui lui a proposé ou c'est elle qui a proposé de poser sa voix? Non, mais c'est moi qui l'ai proposé. Puisque, bon, elle-même ne sait pas, le studio, c'est pas son genre. Et pour avoir ces petites phrases-là, on a tellement souffert. vous avez galéré au Ouais, bien studio. sûr, dans le studio. Elle est plutôt une chansonnière. Elle est beaucoup dans les mariages, dans les baptêmes, consorts, tout ça. Donc, en fait, c'est pour juste montrer seulement au public d'où je viens. Ok. Voilà. Et c'est juste une petite remerciement de ma part pour montrer à des gens ce que je suis en train de faire, c'est pas du hasard. Ok. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, je suis le marché encore avec Ndianako, une musique qui parle d'amour. D'amour. Dianako. Ndianako. C'est dédié à madame ou bien? Non. Ndianako, c'est. En fait, c'est quelque chose qui est très populaire aujourd'hui. C'est pour dire seulement Ndianako veut dire ce que moi j'aime. Oui, les choses Ce que moi j'aime n'est pas forcément ce que toi tu aimes. Mais pour savoir ça, il faut communiquer, de se dire, moi ce que j'aime, c'est pas forcément ce que toi tu aimes ça. Donc si tu veux savoir ça, il faut qu'on parle. On se dit, c'est voilà. Mais Dianako est moulé. Non, Ndianako est musique. D'accord. Ouais, c'est ça. La fille qui est arrêtée devant lui dans le clip, là, c'est ça. C'est la musique comme ça. C'est ça. Mais après, qu'est-ce qu'on fera sans la femme? Bien sûr. En tout cas, la Sodiara, merci beaucoup. Merci. Merci. Et on te souhaite une bonne chance, que tu puisses réellement t'imposer, conquérir l'amour de... Oui, les mélomanes burkinabés. Voilà. C'est mon souhait. Puis aussi un Koundé.
Contrairement à certaines personnes. Un Koundé. Inch'Allah. Mais il faut attraper aussi l'international. Faut pas laisser. Non, là-bas, il est déjà là-bas. Non, il a. C'est ce qu'il dit. Il dit il est déjà là-bas. Faut C'est pas ça le laisser. problème. Non. Fait, tu vois, il faut faire un peu comme Patrick Cabré. Il a main pied, ici. Et puis il fait un peu. Et puis il fait un peu, puis il attrape les deux. Ce qui est bien là, c'est d'être ce soir. Ce soir. Parce que quand tu es bien installé ce soir, Ah, d'accord, ok. D'accord. Il Ok. n'y a pas de problème. Jacques, on dit sans dire rien. Ah ouais, on Alors, dit un rien. faux line pour tous ceux qui aimeraient te booker. Un contact. bon, je vais d'abord dire merci à vous également, à mon grand frère Jacques qui m'a. Ah, d'accord. Ah, À tout le monde. À Je tout ne le sais pas monde. si que soit Merci. ton grand frère. on va faire ça. Bon, à mon frère Jacques, Ouais, c'est mieux. Voilà. et à vous également. En tout cas, je suis vraiment content d'être là. En fait, mon numéro, c'est le 76 05 12 62. Voilà, en cas de gombo, quoi. Ouais, les gars. en cas de besoin, on peut vous D'accord. contacter. Pas de problème. Voilà. Et même vous pouvez prendre ce numéro aussi. Vous m'appelez pour le gombo. Parce que moi, je suis. J'aime tout là-bas. C'est bien noté. Alors, on va te réaccompagner avec justement le clip Unjanako. Voilà le titre du clip Unjanako. Et ça va nous permettre aussi d'installer Okul Olivier Koulibaly, l'un des membres, je dirais ex-membre de la team Au Complice. Aujourd'hui, il n'est pas là sur ce plateau en tant que membre de Au Complice ou en tant qu'artiste, mais plutôt là en tant que expert en gestion de projet, évaluation et suivi. Avec lui, on parlera de comment on réussit son entretien d'embauche. Parce qu'il y en a beaucoup, franchement, qui tapent poteau. Ils échouent trop. Est-ce que c'est à cause du CV? Est-ce que c'est parce qu'ils ne savent pas s'exprimer? Est-ce que c'est la lettre de motivation qui cause problème? Il y en a d'autres aussi qui vont plus loin en voulant qu'on finance leur projet, leur business plan. Mais malheureusement, le business plan est mal rédigé. Le contenu est médiocre. Voilà. C'est quoi le process, la méthodologie d'un projet? On en parle tout à l'heure.
À ce moment-là, dans le Djonjoban, on fait so. Allez, très fort. Attends, tu n'as pas 50 dans ta poche, mais tu cries comme ça. Puis, attends, tu regardes la griotte, tu la réellement mal comme ça. Faut pas arriver sur moi, ma chérie, il n'est rien. Pardon, même transport, pour entrer à la maison, j'ai pas. Tu me vois saper comme ça, je n'ai rien. Laisse-moi danser seulement. C'est pas facile. Souvent, si vous, quand vous nous avez de votre mariage, la dosez la griotte. Dites, donnez les noms exacts des personnes qui peuvent faire le travail. Il ne faudrait pas qu'elle se fie à nos habillements, s'il vous plaît. Allez, le grain d'aujourd'hui, comment réussir son entretien d'embauche? Parce qu'on a constaté qu'il y a plusieurs qui disent on n'arrive pas à avoir un boulot, on n'arrive pas à avoir des financements pour nos projets. Mais qu'est-ce qui se passe? Allons essayer de trouver des réponses avec notre guest du jour, notre cher Okul. Ça va? Je suis tout le temps contente de te voir. Tu sais, quand tu es là comme ça, je deviens très tendre. D'accord, faut te ressaisir. Ah ouais. Allez, le grain. Comment réussir son entretien d'embauche? Ce thème englobe tellement d'aspects, plusieurs aspects. Je sais pas. Du coup, j'aimerais demander automatiquement sur quoi miser lorsqu'on a un entretien d'embauche. J'allais répondre aussi de façon synthétique, tout en vous remerciant d'abord de m'avoir invité, qu'il faut miser sur la préparation. Ouais. Et dans la préparation, qu'est-ce que ça englobe? Quels sont les ingrédients de la préparation? Bon, il faut dire déjà que quand tu arrives à l'étape d'entretien d'embauche, ça fait partie, c'est une des étapes du processus de recrutement. D'accord. Voilà. Et le processus de recrutement en lui-même te donne des pistes sur lesquelles tu dois te fonder pour réussir ton entretien d'embauche. C'est-à-dire déjà, comme on le dit, il y a l'avis de recrutement. Vous savez, dans l'avis de recrutement, il y a la description des tâches que tu dois faire. Et dans l'entretien d'embauche, on veut se rassurer de façon physique avec l'agent qu'il maîtrise au fait les tâches pour lesquelles il sera responsable. Voilà. Donc, on veut qu'il se défende sur les activités qu'il va mener. Et on veut aussi qu'il donne des exemples sur son expérience, sur comment il a procédé dans le passé, dans la résolution et comment il a contribué pour les services passés qu'il a exécutés pour des structures. D'accord. Alors, je veux même pas qu'on parle aussi d'autres aspects. Avant même l'entretien, on parle généralement de l'établissement d'un CV ou d'un projet. Alors, comment on établit le CV? La plupart des temps, quand on entend parler d'un avis de recrutement, on voit les gens prennent seulement les CV, ils partent rapidement au niveau de l'adresse mail, ils envoient pif les CV puis les lettres de motivation. Voilà. Or que les CV, c'est pas tout ce que tu as appris à l'école ou bien dans les services que tu dois faire ressortir dans ton CV pour les postes pour lesquels on t'appelle, parce que tu peux divaguer dans le CV. Voilà. Or que celui qui prend ton CV en espace de 2 minutes, il doit être déjà rassuré si tu es bien ou pas. Voilà. D'abord même la forme. Voilà, la forme avant même de venir dans le fond du CV, la présentation, les titres que tu mets. Et ça compte beaucoup les polices, les justifications des textes que tu fais. Donc ça demande une petite être à l'aise avec l'outil informatique un peu pour présenter d'abord un bon CV. Si tu n'arrives pas à le faire, la façon de titrer et d'associer les tâches en bas, la façon de présenter tes aptitudes dans les CV, ça demande une petite expertise dans la maîtrise même de l'outil informatique que tout le monde peut ne pas avoir, mais pour lesquels tu peux demander de l'aide. Voilà. Mais deuxièmement, pour le contenu même du CV,
les tâches qu'on veut que tu fasses ressortir dans ton CV par rapport à tes expériences antérieures doivent être en relation avec les tâches qui sont demandées à travers l'avis de recrutement. Donc c'est pour cela qu'il faut maintenant retravailler les CV et l'adapter aux tâches qui sont décrites dans l'avis de recrutement et prendre ta lettre de motivation, l'adapter aux aptitudes qui sont recommandées. Ok. Voilà. Mais si je n'ai pas fait, je n'ai aucune expérience dans ce qu'on me demande, mais j'ai cherché travail, je dis que j'ai pas. Est-ce que je peux mentir pour dire, par exemple, moi, il parle anglais. Genre, je maîtrise l'anglais, very, very good. Je mets 17 ans. Anglais, bien parler. Bien parler, tout et tout. Et puis, bon, si par malchance, il n'y a pas de C'est test un là-bas. mensonge, hein. Si on ne te teste pas pour savoir si tu Voilà. vas bien parler l'anglais ou pas. Bon, il y a des gens qui le font, mais je peux dire que c'est un danger. Ah, c'est risqué. C'est un danger. Et deuxièmement, c'est mauvais si on arrive à te découvrir que tu es comme Que tu ça. as menti. Ouh là là. Parce que Sorry. si tu mens pour la première fois et puis on se rend compte que tu as menti, pour la deuxième fois, on ne va plus t'appeler. Et ça sera du temps perdu pour toi aussi. D'accord. Voilà. Donc, mieux vaut être honnête avec soi et montrer plus ta volonté d'apprendre. Ça aussi, c'est un aspect qui peut toucher un peu. Parce que quand tu es honnête, il y a des gens, ils viennent d'une entreprise et souvent, avant qu'on ne t'appelle, celui qui est en train de lire ton CV, peut-être connaît très bien cette entreprise dans laquelle tu travailles et tu dis que là-bas, toi, tu as utilisé tel outil, telle application, tu as utilisé les caméras, les ordinateurs. Or, on se rend compte que là-bas, non, c'est le chantier, c'est sur le terrain et le poste que tu occupais, peut-être le gars même, il est passé par là-bas, il était là-bas. Il sait qu'il n'y a pas de changement. Mais toi, tu as mis tout ça là dans ton CV, donc ça te pénalise. Souvent, être honnête, c'est mieux. Mais la chose aussi que j'aimerais ajouter dans ce sens, c'est que les gens ils veulent des emplois, mais rarement on aspire à un emploi précis. Parce que aspirer à un emploi précis, ça veut dire quoi? Je prends l'emploi, je regarde les tâches qui y sont dedans, et je peux me préparer dans 3 ans pour avoir cet emploi demain. Ça, c'est une aspiration à l'emploi. Ah, mais dans 3 ans, c'est vieilli. Mais il Non, mais... Ah, tiens, on vieillit. Non, je sais que Le nous temps tous qui passe. sommes ici à des postes quelconques, à quelque part, quelques années en arrière, on On aspirait. a quand même rêvé. Voilà, on a quand même rêvé. voulu. Et quand on aspire vers cela, ça veut dire on passe d'abord par des postes d'animation, un peu, on monte, on quitte comment on appelle ça, les provinces, on vient vers la capitale, on migre d'une télé à une autre, après on devient chef d'émission, ainsi de suite. C'est ça l'aspiration. Ça veut dire qu'il y a des étapes forcément à suivre quand on aspire. Bah, moi, je suis en train de D'accord. prendre un exemple direct sur ligne. Je ne sais pas si tu as préparé ça dans les questions, mais en quoi est-ce que l'envie d'apprendre dans un poste peut t'amener à avoir vraiment ce poste? Parce que là, on veut des personnes qualifiées et puis bon, le patron, il voit que tu n'es pas qualifié, mais il voit que tu as l'envie d'apprendre. Est-ce que ce poste-là, est-ce que quelqu'un qui recrute veut recruter quelqu'un pour apprendre? Oui, généralement, ça peut basculer en ta faveur si la personne n'a pas suffisamment de moyens pour prendre la personne aussi qui est qualifiée. Ah, d'accord. Voilà, dans ce contexte, ça peut basculer en ta faveur. Parce que souvent, les personnes aussi qui sont qualifiées arrivent souvent à se vendre très cher et il est un peu difficile de les avoir. Et on voit plus ceux qui ont de la volonté et ceux qui aspirent, qui veulent vraiment et qui sont déterminés, on les prend parce qu'ils vont relever ces défis-là. Ah, d'accord. Ça peut aller? Ça, c'est vrai. D'accord. D'accord. Alors, là aussi, j'aimerais qu'on parle un peu de la méthodologie du projet. La rédaction d'un projet. La rédaction d'un projet. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est ça. Mais on n'a pas de finances. Et on sait aussi qu'il y a des grandes institutions qui financent des ONG, qui financent des personnes, des individus. Mais nos projets sont toujours rejetés. On dit que le business plan n'est pas bien établi, n'est pas convaincant. Bon, toi qui es au Généralement, cœur... c'est parce que tu n'as pas de relation. Voilà. Ou tes bras ne sont pas longs que tu ne peux pas avoir le Exactement. projet. Toi qui es au cœur de l'action, est-ce que, je dirais, tu peux me donner la méthodologie, en fait, le secret pour convaincre un financeur? Ouais, tu veux de l'argent. Oui, bien sûr. Pour chercher l'argent, il faut l'argent. En fait, en réalité, il faut dire que les gens ont des idées de projets. Beaucoup de gens ont d'idées de projets. Mais pour arriver à les concrétiser, c'est difficile parce qu'ils n'ont pas réellement accès au financement. Mais en réalité, il faut juste se mettre dans la mentalité du financeur. C'est en cela que ton projet sera validé et financé.
Voilà, c'est celui, comme on a l'habitude de dire, c'est celui qui donne l'argent qui dicte ses lois. Voilà, mais par définition simple, il faut dire d'abord un projet vient pour résoudre un problème. Voilà. D'accord. Si tu rédiges un projet, c'est pour résoudre des situations inconfortables au début, pour finir par avoir des objectifs clairs, mesurables, et tu vas le faire dans un temps. Mais maintenant, c'est au regard du problème et de la solution que tu proposes, qu'il y a une stratégie de résolution du problème, que tu vas avoir besoin maintenant de la ressource. Et c'est au niveau de la ressource, on parle de la ressource humaine, matérielle et financière. Et c'est là qu'on évalue maintenant le montant qu'il te faut pour t'accompagner dans la résolution de ton problème par rapport à la stratégie que tu proposes. Donc ça, déjà, c'est l'esprit qu'il faut avoir si tu veux résoudre une situation en établissant un projet. Mais est-ce que le banquier, il fait partie de l'action sociale pour dire oui, moi j'accompagne quelqu'un qui veut résoudre un problème dans la société? Justement, il faut dire que les projets, il y a plusieurs types de projets. Il y a des projets à caractère... C'est un banquier qui parle d'argent, lui veut injecter et puis récolter quand même des bénéfices. Toi, tu viens pour dire oui, dans la société, je pense que les poubelles là, bon, ça crée des maladies, donc je veux vraiment nettoyer les poubelles pour éviter... Bon, le banquier déjà, est-ce que quand c'est ça d'abord que tu présentes au banquier, est-ce que lui, ça l'intéresse? Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que le banquier lui-même, son problème là, c'est la croissance de ses fonds. Voilà, donc cherche l'argent. Voilà, c'est un projet, lui aussi là, c'est projet. Voilà, donc le projet du banquier, c'est augmenter sa croissance financière. Voilà, parce que s'il y a régression au niveau des finances, ça peut jouer, c'est ça? Exact. Et s'il va financer les projets, il va financer aussi les projets à caractère économique. Rentabilité financière. Et il y a des gens qui ont des projets aussi pour fructifier, pour faire développer leur entreprise, pour vendre et pour fructifier l'argent. Et ce genre de projet, le banquier va financer avec intérêt, avec un taux d'intérêt. Donc, il finance des projets avec un taux d'intérêt, mais les projets à caractère sociaux, c'est-à-dire les projets pour assainir un coin, voilà. Généralement aussi, il y a des structures qui financent ça, comme les ONG, les associations internationales qui financent aussi ce genre de projets. C'est pour cela, si j'ai un projet de coudre une veste, celui que j'aurais besoin forcément dans mon projet, c'est un tailleur. Donc il faut savoir cibler ses financeurs. C'est ça. D'accord. Alors là, je veux qu'on parle sur la lettre de motivation. On a suivi des interviews de plusieurs employeurs qui disaient que eux, à la première lettre, la première ligne déjà, eux, ils déposent ou bien ils n'ont plus envie de lire le reste du contenu. Ils disent qu'ils n'aiment pas entendre « j'ai l'honneur de vous écrire ». Du coup, non, c'est plus... Non, à l'école, on nous a dit qu'il faut écrire « j'ai l'honneur » ou bien « je viens par cette lettre vous demander ». En fait, tu cherches travail, donc tu fais pitié. Voilà, non, j'ai l'honneur. Mais vous nous dites aujourd'hui, chef recruteur, que j'ai l'honneur, on ne doit pas dire ça. Qu'il faut chercher des... On dit aujourd'hui, on cherche des talents, on ne cherche pas des diplômés. Ça, c'est la phrase actuellement de tous les recruteurs. Je cherche des talents, je ne cherche pas des diplômés. Mais qu'est-ce que... on doit écrire concrètement. Parce que vous nous dites que j'ai l'honneur, c'est pas bon, mais qu'est-ce qui est bon? Enfin, qu'est-ce que la lettre de motivation doit contenir quel genre de phrase? Au fait, en réalité, bon, c'est toi qui m'informes que j'ai l'honneur, les gens ne veulent plus entendre ça. Moi, je ne sais pas ça. Mais il faut dire que la motivation, déjà, elle est soit intrinsèque, soit venant de l'externe. D'accord. La motivation, ça fait partie des facteurs qui sont en nous, qui nous poussent à l'emploi. Voilà. Et soit aussi, ça fait partie des facteurs qui sont externes à nous, mais qui nous poussent à l'emploi. J'ai lu un jour une lettre de motivation d'une femme, mais c'était sur le net, mais j'ai trouvé que c'était beau quand même. Elle a dit non, j'ai fini mes études, j'ai 2 ans d'expérience, j'ai un enfant, je vis seul et je n'ai pas les moyens pour s'occuper de ma famille. C'est ce qui me motive à rechercher un travail. Là, elle a été toute franche, c'est fort, hein? toute honnête, sans tourner quoi. Même est-ce que sa vie ça peut motiver un recruteur? Ça dépend de ce qu'il va ressentir en lisant. D'accord. Voilà, ça dépend de ce qu'il va ressentir en lisant. Je me rappelle, il y a une lettre de motivation que j'ai écrite et à un moment donné, on m'a appelé. Et je peux le dire, vous savez que moi je vis avec un handicap physique et c'était un projet pour aider les personnes en situation de handicap. Et j'ai dit clairement dans ma lettre de motivation, j'ai un handicap physique mais je ne viens pas en réalité pour un besoin dans mon sens, mais c'est pour aider ceux qui sont dans la même situation à changer de mentalité parce que ce n'est pas une limite. On m'a appelé. D'accord.
Vous voyez? Donc, au fait, ça peut dire que les motivations, généralement, ce qui est ennuyant, ce qui ressort dans les CV, c'est la même chose qui ressort dans les motivations. Voilà, j'ai 2 diplômes, j'ai un master, voilà ce qui me motive à venir. Mais au fait, le CV dit déjà ça. Voilà, c'est pour cela qu'on dit la motivation doit être basée sur les aptitudes. Et les aptitudes, souvent, on dit quoi? Je suis responsable, je suis critique, je suis sérieux, j'ai une capacité d'analyse poussée. Voilà, c'est des choses qui sont différentes de tout ce que tu as appris, mais qui peuvent varier d'une personne à une autre. D'accord. Et ça dit aussi qu'il faut prendre en compte l'entreprise où on ne va pas postuler pour écrire sa motivation. C'est-à-dire que je viens de temps en temps, j'étudie un peu, je demande après le directeur, je le salue 1-2 fois, je vois un peu comment il est, et puis je m'en vais écrire ma lettre de motivation. Bon, au fait, en réalité, chez nous, on cherche travail. Comme on l'a dit, les gens cherchent emploi. Donc, tout ce qui est emploi, on court. Sinon, normalement, quand tu apprends qu'une entreprise recrute, avant même de soumettre ton CV ou bien ta lettre de motivation, tu passes sur le site internet pour voir les valeurs de l'entreprise, les principes de l'entreprise, pour voir si ces principes-là vont avec toi. Moi, je peux dire, mais eux, là, ils sont engagés dans des trucs, mais moi, ça ne me concerne pas. Je ne veux pas ça. Parce que je ne veux pas travailler dans ce sens. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Mais si je retrouve dans l'entreprise qu'ils ont des politiques internes qui m'épatent, et je dis, waouh, ça, c'est intéressant. Dans mon motivation, je fais ressortir comme quoi il y a des politiques, il y a des trucs, il y a des engagements, il y a des conventions au niveau de l'entreprise sur le fonctionnement du personnel, sur la gestion et tout, sur le genre. Voilà, sur les attentions qu'il faut faire avec les approches sexistes et autres. Et je suis très motivé parce que ça fait partie de ma motivation personnelle aussi. Ok, alors on va parler maintenant d'un truc très sérieux. Le salaire. Non, tout ce qu'on disait là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais ça, l'argent, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Non, alors, écoute, quand on parle d'entretien d'embauche, est-ce à nous de fixer, parce que souvent on te demande. Ils me disent, on fait comme ça, on te donne une feuille et un bic. Tu veux combien? Tu veux un peu ton salaire pour se motiver? Est-ce à nous de fixer, de donner le moi je veux 200 000, moi je veux 300 000, ou bien on laisse le recruteur faire sa proposition? Moi, toi, je sais ce que je veux. Ouais, si ça ne me convient pas, je ne prends pas. Voilà. Donc c'est un peu comme ça. Ça dépend c'est ce que j'ai dit, ça dépend du niveau que tu as atteint. Voilà. Sinon, souvent, tu proposes et puis le recruteur dit, il faut faire pardon. Il faut diminuer, on n'a pas ça, mais il faut venir nous aider. Il y a ça aussi, tu leur donnes 3 mois ou bien 1 an pour qu'ils changent. Sinon, tu vas partir. Donc ça, c'est quand tu es arrivé. Voilà. Mais quand tu n'es pas arrivé et tu n'as rien, tu dis, bon, je souhaite ça, mais honnêtement aussi, vu ma situation, je suis sans emploi. Je fais face à des charges. Vous pensez que celui qui recrute, il est un humain et connaît aussi les réalités sociales. Donc tu lui dis, non, je suis sans emploi, c'est vrai, avant je toussais ça, mais actuellement je suis sans emploi. Ce que vous allez me donner, même si c'est 1 500 000, je vais prendre. Voilà. C'est un peu comme ça, ça se négocie. Mais il faut dire qu'avant même d'aller à l'entretien d'embauche, et il y a la prospection aussi que tu peux faire auprès de ceux qui ont occupé ce poste avant toi, ou bien quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, qui a au moins vend des grilles salariales. Voilà. Ça, tout ça, ça fait partie de la préparation, voilà, de l'entretien. Et tu peux connaître un peu les grilles pour ne pas être trop en haut et trop en bas. Parce qu'être trop en bas ne veut pas dire que tu es bon. Voilà. Si tu sais la tâche qui t'attend, si tu sais la tâche qui t'attend exactement et l'effort que tu vas fournir, tu dois pouvoir donner le coût monétaire de cet effort-là. Si tu ne peux pas l'évaluer toi-même, c'est que peut-être tu ne sais pas ce que tu vas fournir. Donc vous comprenez un peu la question. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que la tenue vestimentaire compte? Parce que je me rappelle bien, moi j'ai un ami qui a dit que le recruteur lui a dit qu'il est plus sapé que lui. Il ne peut pas l'embaucher. Quand tu cherches un travail, il faut faire un peu pitié. Il faut porter juste chemise, panne, souvent un pantalon. Il ne faut pas trop te saper. Pas trop te saper. Du coup, mais moi je sais. Finalement, on ne sait plus quoi. Voilà. Normalement, on dit pour aller à un entretien d'embauche, il faut bien s'habiller. Il faut bien s'habiller. Il faut être correct. Tenue correcte. Donc du coup, comment s'habiller concrètement lorsqu'on part chercher un emploi? Bon, l'exemple que tu dis, c'est un peu choquant. Parce que pour moi, peut-être le recruteur il a un petit complexe. Voilà. Sinon, normalement, ça ne doit pas poser problème. Mais de l'autre côté, si je viens en tant qu'artiste ici ou bien je viens en tant que Coulibaly Olivier, peut-être mes habillements peuvent être un peu différents par rapport à l'apparence que je donne et par rapport au profil que je veux aussi occuper. Voilà. Pour moi, l'habillement compte, mais il faut être juste modeste.
Il faut être juste modeste. Il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas aussi trop négliger. Il faut être juste modeste. Tu n'es pas obligé d'aller payer des nouvelles vestes, tout ça. À un entretien d'embauche, c'est pas un défilé de mode. Oui, c'est ça. Il faut pas, oui, puisque tu peux paraître très extravagant, c'est pas bien. Mais il faut être juste modeste, des habits propres bien repassés, voilà, bien coiffés, voilà. Parce que tu fais face à celui que tu ne connais pas d'abord, tu ne connais pas comment il va apprécier les choses, mais il faut être modeste. Je pense que c'est la meilleure solution. D'accord. Alors, il y a aussi des recruteurs, souvent lors de l'interview, ils causent, ils vont te demander et ta famille, ta maman, tes parents. Est-ce que je dois céder au jeu? Voilà, est-ce que je dois m'ouvrir ou bien rester très professionnel, carré? Pour dire, Jean, je ne suis pas venu ici pour parler de ma famille. Ah, si tu dis ça, si tu me dis ça, il dit qu'il faut sortir. Moi, je sais que tu ne vas pas dire, tu vas pas raconter toute ta vie quand même à un avis de recrutement, mais je pense que c'est des échanges. Moi, j'allais lui dire tout simplement pourquoi aussi tu poses ces questions. Voilà, tu peux aussi demander à comprendre pourquoi. Voilà, quelles sont les raisons qui motivent toutes ces questions-là? Voilà. D'accord. Et on nous dit aussi, après chaque entretien d'embauche, ok, partez, on vous rappelle. Si on ne me rappelle pas, peut-être 2 jours, 3 jours, est-ce à moi de rappeler ou je dois patienter? Ouais, j'ai toujours rappelé, moi. Je cherche à savoir. Oui, est-ce qu'on ne va pas oublier? Oui, il y a 2 choses dans le rappel. Parce que quand tu rappelles, au moins tu mets fin à ton stress. Voilà, tu mets fin à ton stress, à ton inquiétude si tu as échoué et c'est fini, tu passes à autre chose. Et la deuxième chose aussi, c'est que quand tu rappelles, tu peux demander pourquoi j'ai échoué. Ok. Tu peux demander? Oui, bien sûr, tu peux demander pourquoi tu as échoué. Et on peut te revenir aussi avec, comment on appelle ça, les points de faiblesse. Voilà, pour que tu puisses les améliorer pour les prochaines fois. Ça rentre dans le cadre de l'apprentissage en réalité. D'accord. Donc c'est très important même d'aller encore vers la réponse. Est-ce que le recruteur il a le devoir de te rappeler quand on dit « je vous rappelle monsieur » même quand tu as échoué pour dire bon, mais un appel de... Puisque généralement il y a des personnes qui sont passées à un entretien d'embauche, ils voient l'appel, il est déjà content, alors que c'est pour lui dire que non, malheureusement, nous ne pouvons pas donner suite à votre requête et tout ça. Oui, je vois que normalement ça devrait l'être. Voilà, du moment que tu es arrivé à l'entretien, à la phase finale du recrutement, ça veut dire que tu as fait déjà un parcours où il y a beaucoup qui sont restés derrière. Voilà, et généralement à la phase finale, pour des postes où vous êtes un seulement à recruter, tu vas le trouver qu'à la dernière phase vous êtes 3. Donc si on prend les 2 autres, on peut communiquer avec eux pour dire qu'ils ont échoué. Mais pourquoi aussi les recruteurs n'arrivent pas souvent à le faire? Parce qu'on peut recruter un et en 3 mois, il va partir, on va appeler le deuxième. Exactement. Oui. Il y a eu des postes où les gens soumissionnent et c'est 1 an après qu'on les rappelle. Ça veut dire que, bon, si on l'informe officiellement qu'il a échoué, après on vient l'appeler. Donc souvent, il y a cette réserve-là qui fait que, bon, les recruteurs ne reviennent plus pour communiquer. Mais c'est normal quand même de communiquer et tu peux aller vers eux aussi pour mieux comprendre. D'accord, merci beaucoup, Okul. C'est très Grâce à toi maintenant, c'est comment on réussit notre entretien d'embauche. En tout cas, nous on a eu un entretien, c'est très enrichissant. Merci beaucoup. On te retrouvera très bientôt pour parler carrière. Hein? Il n'y a pas de souci. Ok. Sinon, famille, vous rendez-vous après demain, même heure, même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au Mac 12. On reste pas au Mac 12. Et que c'est bon. Bon bis. iPhone Z,